but aujourd'hui, ça va être de mettre des mots, ça va être de vulgariser vraiment l'étape cruciale qui est de choisir votre système de palettisation. Pour tous ceux qui ont déjà un système de palettisation, vous êtes déjà passé par là, mais pour ceux qui n'ont jamais fait le move encore ou qui y songent, mais qui ne savent pas exactement où aller, bien, il y a différents systèmes qui existent. Puis mon but aujourd'hui, c'est de vous les présenter les grandes lignes de chacun des systèmes pour vous donner un peu plus une idée claire en fonction de votre besoin à vous, en fonction de vos produits, pour mettre la table, puis aussi, bien, par la suite, comme Carl vient de le mentionner, on est parlable, on va regarder c'est quoi l'application, on va faire l'étude avec vous, puis on va arriver ensemble à une solution, mais il n'y a pas de solution sur papier absolument parfaite. Il faut prendre le temps de l'analyser comme il faut. C'est quoi vos besoins actuels et vos besoins futurs. Donc, oui, l'atelier aujourd'hui, c'est vous présenter comment bien choisir son système de palettisation. Donc, il y a deux grandes catégories qui existent. On les a segmentées comme ça. Puis là, oui, je suis de Premier Tech, je vous présente ça. Moi, soit dit en passant, Yann Gagné de Premier Tech, vous avez entendu mon nom jusqu'à maintenant, beaucoup dans l'atelier précédent. Moi, je suis en vente depuis 4 ans chez Premier Tech, mais aussi j'ai fait 18 ans d'ingénierie chez Premier Tech toujours au niveau des ensacheurs, au niveau des palettiseurs. Donc, j'ai beaucoup appris de comment on bâtit des systèmes, comment on se doit les faire pour qu'ils soient résistants, qu'ils soient robustes au fil des années, mais aussi un point que Laurent, j'ai entendu dans sa présentation, quand il parlait du système robotisé, entre autres, on paie vraiment attention aux détails. Puis les détails de pièces d'usure, ça, c'est extrêmement important pour nous autres. On en veut le moins possible des pièces d'usure dans des systèmes. Donc, je mets la table comme ça juste pour vous dire que c'est la signature Premier Tech. C'est comme ça qu'on fait nos équipements. On fait des choses qui sont robustes et qui vont durer très longtemps, plus d'une génération, donc plus de 30 ans, ça c'est clair. C'est ce qu'on a dans le champ déjà et puis ça donne des très bons résultats. Donc, ce que je vois dans l'industrie et ce que tout le monde connaît de l'industrie, de ceux qui sont dans l'emballage, il y a deux grandes catégories, conventionnelles ou robotisées. Fait que l'atelier aujourd'hui, on va voir les deux grandes catégories qui existent à ce niveau-là. Donc, conventionnel, si je commence un peu plus par celui-là, conventionnel, on va plus parler de vitesse. On va plus parler d'un système qui est là pour vous donner de la performance. Et puis, conventionnel, de par son nom, ça le dit un peu dans le sens que c'est beaucoup plus des approches traditionnelles. Approche traditionnelle, si je définis un peu plus, on l'a vu dans l'image précédente. Si on regarde l'image de gauche, ça va être principalement des convoyeurs qui vont emmener vos produits. Ça va être des pousseurs électriques ou pneumatiques qui vont pousser les produits pour former des rangées. Et lorsque la rangée est faite, on la comprime pour la centrer sur votre palette et ensuite on la livre sur la palette. Donc, vous pouvez vous imaginer, ça implique beaucoup de composantes, ça implique beaucoup de pièces mobiles et de par le fait, au fil du temps, des pièces d'usure aussi. Donc, conventionnel a un peu cette approche-là, je vous dirais, de consommer peut-être un peu plus de pièces de par le fait qu'on rajoute beaucoup plus de modules. Il y a plus de choses d'impliquer dans une solution conventionnelle. Donc, Carl, si on veut y aller avec la vidéo, donc, c'est ce qu'on voit ici. Quand je vous parlais de convoyeurs, je vous parlais de pousseurs. On voit ici même, il y a une feuille qui va s'appliquer sur les rangées, donc des feuilles intercalaires, comme on voit. Mais comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup de modules mécaniques. C'est des rouleaux, c'est des courroies, c'est des pousseurs, c'est soit des actuateurs électriques ou pneumatiques. Nous, Premier Tech, on préfère beaucoup l'électricité à la pneumatique, compte tenu que c'est plus fiable et plus durable à long terme. Mais ça vous donne une bonne idée de ce que c'est du conventionnel. Là, le vidéo roule en boucle, c'est parfait. Ouais. Donc, ça me permet de vous montrer aussi qu'il y a un élévateur dans la plupart des cas, parce que dans le conventionnel, il y a des palettiseurs qui sont à entrée haut niveau, comme on voit présentement à l'écran. Donc, ça, typiquement, c'est à 8-10 pieds dans les airs. Donc, si vous regardez pour une formule très compacte dans votre usine, mais que vous avez seulement que quelques pieds carrés de disponibles, puis que vos produits sont déjà près du sol, ce n'est pas tant stratégique d'avoir un convoyeur qu'on doit monter à 10 pieds dans les airs pour alimenter un palettiseur conventionnel comme ça. Donc, à ce moment-là, on va plutôt regarder pour des solutions robotisées à ce moment-là si on veut rester plus bas ou
Encore là, si on veut rester conventionnel, ben, il y a des palettiseurs qui existent sur le marché qu'on fait nous aussi, qui sont à entrée basse. Donc, on appelle ça des palettiseurs low level. Donc, à entrée de à peu près à la hauteur de la taille, les convoyeurs vont arriver et puis on va former la palette, mais à partir du bas. Donc, à ce moment-là, ça permet d'avoir une entrée qui est beaucoup plus basse et de consommer moins d'espace. Donc, conventionnel, ça vous met un petit peu la table. Les grandes lignes du conventionnel, si on fait un petit topo là-dessus, c'est bel et bien des convoyeurs, des pousseurs, et puis une logique de programmation qui va faire les séquences. Et puis, bon, il y a différentes gammes de palettiseurs conventionnels que vous allez retrouver sur le marché aussi. Et puis, il y a cette programmation-là, donc elle peut être très simplifiée aussi. Puis ça, c'est une des recettes que Premier Tech, on a développées également. On s'organise pour que l'interface soit très facile à utiliser, pas par des ingénieurs, mais par des gens d'opération, par des gens qui ont l'habitude d'être sur le plancher et de voir des équipements fonctionner et que c'est leur travail de les faire fonctionner. Donc, on veut leur rendre ça le plus simple possible. Maintenant, la deuxième catégorie, comme on l'a vu au début, il y a deux grandes classes. La deuxième catégorie, c'est robotisé. Robotisé, on est ailleurs. Robotisé, on utilise un robot, comme on vient de voir dans la présentation juste avant avec la ferme Godreau et Laurent Daigle. Vous avez vu le bel exemple là, de robot palettiseur. Donc, un robot, on peut faire à peu près n'importe quoi avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le terme polyvalence. C'est bel et bien ce que ça vous donne. C'est très polyvalent, c'est très agile, parce que ça peut justement faire à peu près n'importe quoi. Si on parle de palettiser, exemple, des boîtes, des bouteilles, des sacs, à peu près n'importe quoi, même des barils, vous allez voir dans mes vidéos tantôt. Donc, robotisé, ben, ici, on a un bel exemple de ce qu'on vient de voir en conventionnel, ça se fait très, très bien en robotisé aussi. La seule petite bémol, c'est le fait que le robotisé n'a pas, exemple, les pousseurs de rangée et puis s'assurer que tout est bien à l'équerre, autrement dit. Là, ici, on va y revenir à cette vidéo-là tout après, mais ici, ce qu'on voit, c'est des cannes. Donc, c'est encore là un bel exemple de ce qui peut être fait. Ça pourrait être des cannes vides, des cannes pleines. On les manipule avec un aimant, un électroaimant et on fait le travail. Je vous parlais de barils. C'est encore un bel exemple d'idées flyées ou de choses qui peuvent être faites pour répondre à un besoin de manipulation. Puis comme on vient de voir dans l'atelier juste avant, ça, c'est le voisin de nos amis de la ferme Godreau. C'est la ferme Walter Tremblay. On a une belle étude de code faite avec eux. Ce qu'on voyait là, c'était du 50 livres. Mais la robotique, ce qu'il y a à retenir, c'est l'approche modulaire. C'est très modulaire. On peut créer la cellule que vous avez besoin en fonction de l'espace que vous avez pour nous. Puis pour revenir à cette vidéo-là, ici, ça, c'est une demande spéciale qu'on avait eue de faire pratiquement 20 différents types de produits en même temps avec la même cellule. Donc, le robot est sur rail et on est en mesure d'aller faire les 20 palettes en même temps au fur et à mesure que différentes boîtes arrivent. Donc, c'est juste pour vous ouvrir un peu à cette approche-là et puis vous démontrer qu'il y a la seule limite à la robotique, c'est notre imagination. C'est vraiment la seule limite. Et puis, c'est des beaux vidéos qui vous le montrent bien. Exemple, comme cette cellule-là, c'est une cellule simple. Elle pourrait être double. Elle pourrait faire deux produits en même temps. Elle pourrait faire des boîtes d'un côté, elle pourrait faire des sacs de l'autre. Je vous l'ai dit, c'est la seule limite, c'est seulement que notre imagination. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis la robotique, euh, la bonne approche, je vous dirais, je vais continuer de partager ici, mais je vous dirais, le mot à retenir de la robotique, évidemment, polyvalence, on vient d'en parler, mais le mot-clé aussi, c'est la maintenance. J'entendais tantôt Laurent parler de la ferme Denis Godreau, et puis sur la maintenance, il n'y a pratiquement pas de pièces d'usure, et c'est un fait, c'est vrai. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Puis ça, c'est un net avantage de la configuration robotisée. Un robot comme ça, si, exemple, on regarde pour un 140H, un robot de palettisation Fanuc, parce que nous, Premier Tech, on est standard avec Fanuc, mais peu importe qui est le fabricant, il y a des très bons fabricants de robots dans le monde. Et puis, la maintenance, si on prend un 140H, on parle c'est seulement après 11 520 heures qu'on fait un premier changement de graisse. Donc, un employé normal travaille 2000 heures par année. Donc, si vous faites le calcul, vous roulez sur 3 chiffres ou sur un seul chiffre, ça va prendre plusieurs années avant d'avoir à changer la graisse dans votre robot. Donc, c'est vraiment
C'est un système qui est simple, mais qui est d'avant-garde. Hein, on s'entend. Parce que si on compare, exemple, la complexité d'un conventionnel versus robotisé, il y a certaines personnes, tout dépendamment d'où ils viennent, c'est quoi leur éducation, ils vont avoir plus peur des robots. Exemple, des personnes de maintenance. Ils vont être un petit peu plus inquiets par rapport à ça parce que c'est quand même des technologies très avancées et puis ça demande un niveau de connaissance plus élevé un petit peu que d'ajuster des convoyeurs ou des pousseurs qui sont relativement plus traditionnels, je vous dirais. La robotique est le pas en avant, mais ce pas en avant-là est très rentable pour vous en tant qu'investisseur, en tant que personne qui doit faire un choix pour son entreprise, puis que le robot, ça donne que si on fait l'évaluation complète avec vous, on se rend compte que c'est la meilleure solution. Ça peut être une solution extrêmement rentable pour vous parce que les pièces d'usure, c'est quasi néant, c'est vraiment très bas. Et puis, justement, la durée de vie de l'équipement, le temps qui va être en opération est extrêmement élevé également. Donc, il y a énormément de modularité avec la robotisation. On l'a vu un peu via mes vidéos. Énormément de polyvalence, tellement de polyvalence qu'on peut aussi faire des applications encore un peu plus flyées, comme de la dépalettisation, exemple. Vous êtes une entreprise qui fait de la moulée, vous avez besoin de mélanger certains ingrédients. Bien, dans un premier temps, vous allez avoir besoin de recevoir des palettes qui viennent d'ailleurs, les dépalettiser, les envoyer à un système d'ouverture. Bien, un robot pourrait faire ça pour vous si vous le faites manuellement présentement. Ça fait que gardez le réflexe qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Oui, on parle de palettisation, mais honnêtement, chez nous, depuis plusieurs années, on parle beaucoup de dépalettisation parce qu'il y a beaucoup de besoins pour ça aussi. C'est là qu'on en était, c'est bon. Donc, si je vais à notre prochaine catégorie, on n'aura pas de vidéo à vous montrer pour celle-là. Par contre, cette catégorie-là est vraiment intéressante aussi, c'est hybride. Juste pour encore là vous montrer qu'il y a de l'ouverture d'esprit, puis des fois, on se doit de relever des bons défis chez Premier Tech. Puis un des gros défis qu'on avait rencontrés, c'était de palettiser des sacs avec un besoin de superposition, ce qu'on appelle en anglais du overlap, où est-ce que les sacs vont vraiment surplomber un par-dessus l'autre lorsqu'on crée le patron, mais aussi que ces sacs-là peuvent avoir la propriété d'être très glissants. Donc, s'ils sont extrêmement glissants, comme des sacs en plastique, ben, vous pouvez vous imaginer assez rapidement, on va commencer à faire quelques rangées et puis ça pourrait s'écouler, ça pourrait tomber, ça pourrait causer des problèmes. Donc, nous, on a une belle solution qu'on a créée pour ça, c'est on mélange un peu le meilleur des deux mondes, on l'appelle hybride. Vous avez vu en début de présentation des palettiseurs plutôt conventionnels. Là, on vient de voir la robotique ensemble. Maintenant, on voit le hybride. Puis le hybride, ben, c'est tout simplement, on mélange les deux ensemble. Et puis, on enlève évidemment des pousseurs qu'on n'a plus besoin et des tourneurs qu'on n'a plus besoin parce qu'on donne la responsabilité maintenant au robot qui est installé sur le palettiseur pour le faire. Donc, ce robot-là va s'occuper de prendre les sacs, les tourner, créer le patron entre les pousseurs finaux. Et les pousseurs finaux, eux autres, vont confirmer la rangée et ensuite la livrer sur la palette. Donc, ça nous permet de relever des défis de taille, des fois, dans des applications de moulée ou de nourriture pour les animaux, ou de toutes sortes de poudre de lait, toutes sortes de produits, des fois, qui sont beaucoup plus fluides, difficiles, avec des caractéristiques de sac avec des coefficients de friction très bas. C'est toutes des choses qui nous aident à avoir des meilleurs résultats. Donc, juste pour vous démontrer un autre exemple de modularité. Donc, c'est vraiment l'avantage des deux. Donc, on arrive maintenant, Carl, à la période de questions. Tout à fait, Yann. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. En fait, je m'allais dire qu'il nous restait à peu près 12 minutes là, qu'on pourrait étirer un peu là, sur la session de speed matching, évidemment, qui va débuter à 15h30. C'est sûr, évidemment, ceux qui ont déjà des rencontres de planifier, je vous conseille d'honorer vos rencontres, évidemment. Yann va demeurer disponible aussi pour des rencontres individuelles si vous voulez discuter avec lui. Mais en terminant, peut-être, je pourrais demander peut-être à Mme Auclair qui avait quelques questions tantôt. On a M. Van Winden qui est là également, Madame Martel, il y a monsieur, en fait, bon, je ne sais pas qui voudrait poser des questions, là, mais on pourrait vous écouter. Il y a monsieur McNicol qui est là également, monsieur Larreau, monsieur Rochefort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme on dit, il n'y a jamais de mauvaises questions. Oh, on a Madame Auclair qui a une question pour nous. Alors, les amateurs de sport, bonsoir. Non, c'est pas vrai. Comme tel, j'aimerais ça savoir. Je l'ai marqué dans le chat, mais en même temps, des fois, en vrai, c'est mieux
dis, c'est que pour un projet là, de robotisation dans une entreprise, moi, comme tel, qu'est-ce qui m'intéresse pour l'amener dans une entreprise en agroalimentaire, c'est quoi les étapes, c'est quoi les services que vous faites? OK. Ben, nous, quand on a, exemple, une personne qui a un besoin, la première étape, c'est on le met en contact avec notre bon coordonnateur des ventes chez nous, chez Premier Tech. Le coordonnateur des ventes va faire un premier appel avec cette personne-là, puis il va tout de suite poser les bonnes questions pour bien comprendre c'est quoi le besoin. Et puis, assez rapidement, si on se rend compte que le besoin est assez chaud et ou assez complexe ou peu importe la nature du besoin, en fonction de ça, ben, on peut impliquer d'autres gens, comme nos ingénieurs en application, comme nos designers. Et puis, on pourra à ce moment-là faire, exemple, une première étape, soit à distance via vidéoconférence comme on fait là aujourd'hui, ou bien aller directement sur le site pour constater les lieux, les produits, toucher aux produits, peut-être ramener quelques échantillons et par la suite, ensemble, développer une solution en fonction de vos besoins. Parce que c'est bien important, on a un formulaire qu'on appelle un Field Application Form, c'est tout en anglais, excusez-moi, là, mais c'est un formulaire d'application. Puis ce formulaire-là est extrêmement complet où est-ce qu'on va rentrer les dimensions de vos palettes, de vos produits, les taux que vous voulez. On rentre absolument tout là-dedans. Puis ça, c'est un peu notre Bible pour un projet. Ça nous donne toute l'information qu'on a besoin pour créer le bon système puis faire les recommandations. Si on est mieux d'aller vers du conventionnel, on va le découvrir en cours de route. Si on est mieux d'aller vers du robotique, on va le découvrir ça aussi. Parce que c'est pas simple. Oui, j'ai expliqué les grandes lignes, mais c'est jamais en 5 minutes qu'on dit c'est bel et bien du conventionnel que ça prend pour ce client-là. Parce que ce qu'on a besoin de vous poser comme question aussi, c'est quoi votre futur? Votre futur, vous voulez aller où avec vos produits? Est-ce que votre commercial, est-ce que vos gens commerciaux, exemple, qui mettent en marché vos produits, est-ce qu'ils ont des besoins d'ici 5 ans, exemple, de changer totalement la donne, puis présentement, c'est des boîtes, puis il faut que ce soit des sacs dans le futur? Ou... C'est toutes des choses qu'il va falloir valider, poser comme question, et puis vraiment travailler ensemble à comprendre votre besoin. Puis, est-ce que vous travaillez aussi dans recherche et développement en lien avec l'innovation de... Parce qu'on fait quelque chose, une nouvelle ligne, ça inclut des nouveaux défis. Là. Absolument, absolument, oui. Mais recherche et développement de nos produits, absolument. Ça, d'ailleurs, on est sur un nouveau programme présentement qu'on va créer pendant les 5 prochaines années, encore 150 nouveaux produits chez Premier Tech. Donc, on est les leaders en recherche et développement, toutes catégories confondues, autant parce qu'on a 3 grandes unités d'affaires, mais si on regarde notre unité d'affaires principale qui est l'emballage, celle-là, énormément de recherche et développement qui se fait, effectivement. Bon. Et est-ce que vous êtes affilié aussi avec Premier Tech Horticulture? Oui, absolument. Okay. C'est ça, c'est nos unités d'affaires. Donc, Premier Tech Horticulture, Premier Tech Emballage, nous qui est Premier Tech System and Automation. Et puis, on a aussi Premier Tech Aqua, qui est tout par rapport aux eaux usées, le traitement des eaux usées. Donc, c'est les 3 grandes familles chez Premier Tech. Merveilleux, merci. Merci. Quelqu'un qui fait affaire avec vous, Yann, en réalité, il bénéficie de tout votre savoir-faire depuis de longues années dans tous ces créneaux-là, en fait. Là. Oui, en fait, c'est un bon exemple parce que quand on parle aux producteurs de pommes de terre, entre autres, bien, on a développé une façon de faire croître le champignon mycorhize comme tel ces dernières années. Et puis, c'est un produit qu'on offre pour la croissance rapide de la pomme de terre. C'est un champignon naturel, il n'y a aucun engrais chimique employé, rien et tout. Puis, c'est très connexe. Je veux dire, quelqu'un qui va cultiver de la pomme de terre, ça m'est arrivé cet été d'ailleurs, chez un client que lui utilisait déjà nos produits depuis 7-8 ans. Et puis là, il a acheté le palettiseur aussi. Donc, ça n'a pas un lien direct, on se comprend, mais ça a quand même un effet parce que c'est le même nom. De par le nom et de par l'entreprise avec qui il travaillait, qui était nous, il y a 7 ans, il a eu la chance de nous visiter. Il nous a visité, il avait visité les opérations manufacturières, mais à ce moment-là, il y avait 0 besoin d'équipement. Mais quand il est venu le jour qu'il a eu besoin d'équipement, il a eu le réflexe de nous appeler en disant, je sais que vous en faites, donc est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Donc, non, c'est bien. Effectivement, il y a des synergies qui se créent.
Ah, on en a parlé dans l'autre segment tantôt au niveau du cas justement avec la ferme Gaudreau. Est-ce qu'il y a quand même une taille de projet qu'on doit avoir avant de vous approcher, Yann, ou comment vous fonctionnez? Ça prend-tu un certain volume ou vous faites tout type de projets? Ça peut être des plus petits projets pour des plus petits volumes. Comment vous fonctionnez à ce niveau-là? En fait, il n'y a pas vraiment de taille. Ça peut partir d'un tout petit ensacheur, exemple, là, à 50 000 et aller jusqu'à une grosse cellule robotisée d'un demi-million ou plus. Là. Et fait que ça peut être adapté, Yann, en cours de route, dans le fond. Fait qu'on peut commencer, un peu comme quand on est jeune, on a une première voiture, là, on a une petite voiture et ça. Après ça s'agence au niveau du projet. Donc, c'est un peu complémentaire, un peu, on pourrait comparer ça à des blocs Lego, dans le sens que notre projet grossit. Là, on fait affaire avec vous, donc on est en mesure d'adapter, de modifier, de moderniser cette ligne-là, en fait. Là. C'est exactement ça. Puis c'est ça notre signature. C'est comme ça qu'on procède beaucoup. C'est que dans le fond, nous, on aime se présenter un peu comme un consultant pour notre clientèle, disant qu'on va faire un audit chez eux, on va s'assurer qu'on comprend tous les tenants et aboutissants du projet, mais aussi, c'est pour ça qu'on veut connaître davantage l'information par rapport à leur plan d'affaires et leur plan De croissance. d'expansion pour le futur. Parce que s'ils vont dans une direction dans le futur qu'on est capable d'y remédier très rapidement, bon, on pourrait prévoir dès maintenant le système de palettisation en fonction du futur. Et sans rajouter de coûts, mais au moins le dessin, les attachements, les choses vont être prêtes pour la journée qu'on rajoute, exemple, une ligne de produits à un palettiseur de pommes de terre et puis on veut faire, exemple, des boîtes de l'autre côté, bien, on est prêt pour ça. Donc, au jour 1, la cellule est de base. 5 ans plus tard, on peut la bonifier et puis par la suite, on peut continuer de la bonifier tout le temps. Donc oui, c'est notre recette, c'est comme ça qu'on fonctionne avec nos Mais tu clients. amènes tellement un bon point, Yann. Souvent, c'est une étape que les gens, une étape cruciale, là, selon moi, que les gens escamotent souvent. Ils pensent qu'on va se faire un plan stratégique, on va se faire un plan, ça va rester ces tablettes. Non, c'est important de savoir, c'est un peu comme notre map, hein? On s'en va en voyage, on va s'en aller où, on s'habille comment, il va-tu faire froid, tu sais, des fois, là, des choix qu'on fait, des mauvais choix qu'on peut faire à court terme sans de bonne planification peut nous coûter très cher à long terme, tant au niveau de la productivité, là, on ne parle pas tout le temps cher en termes de dollars, Yann. Non. Tu as souvent vu des cas, des fois, que ça a été mal réfléchi, mal pensé. Puis ça, c'est tellement important. Moi, un dernier point que j'ai aussi, Yann, avec toi, que j'aimerais regarder. Ça, on dit souvent, avant d'automatiser, là, on est mieux de maîtriser les étapes manuellement. On ne peut pas automatiser quelque chose qu'on ne maîtrise pas manuellement. Est-ce que c'est vrai? Bien, je pense que ça fait énormément de sens, effectivement, parce que si on comprend comme il faut comment que les choses se font manuellement, par la suite, on peut juste faire un duplicate, une copie de ça, mais en manière automatisée. Donc, mais des fois, on prend des chemins un petit peu différents. Hein. On s'entend comme exemple, l'exemple avec Laurent tantôt et la ferme Gaudreau. C'est sûr qu'on ne répétera pas nécessairement exactement le mouvement d'un humain qui prend un sac de 50 livres et qui va le mettre sur la palette. Mais on sait très bien que la bonne façon de faire avec le robot, bien, il y a certaines conditions à rencontrer. Et puis avec les ventouses, avec le système un peu de sous-vide qu'on a là, ça permet d'avoir une bonne traction, ça permet de faire le travail. Mais oui, c'est sûr que dans le dessin, d'automatiser quelque chose, il faut au moins avoir une bonne base de c'est quoi le plan et puis est-ce que ça se réalise manuellement par un humain et de manière convenable et de manière répétable également. Parce il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais on ne peut pas demander l'impossible non plus. Là. Là, on a une question de M. Steve McNicol, en fait, qui nous demande pour les appuis en R&D, le client final peut-il avoir... Oups, la question a disparu. Attendez, attendez, je vais juste grandir ma fenêtre parce qu'on ne la voit pas. Bon, pour les appuis en R&D, le client final peut-il avoir accès, mais sur le même intégrateur fabricant, puis lui aussi avoir accès à un autre appui de son côté, donc deux aides. Donc, je pense que des fois, il y a une notion d'R&D, il y a des crédits R&D, donc qui a réalisé la recherche et le développement. Est-ce que tu pourrais, au mieux de tes connaissances, Yann, nous éclairer un peu là-dessus? Puis si jamais tu n'as pas la réponse, j'imagine que M. McNicol peut communiquer avec toi, puis tu sauras trouver la réponse de ton équipe Oui, à quelque part. exact. Là. Ben, c'est sûr que nous, en tant qu'OIM, on est un manufacturier comme tel. Donc, nous, en tant que manufacturier, on a accès à certains programmes de recherche et développement qui nous permettent de mettre en marché des nouveaux produits, comme je venais de mentionner, là, comme tel. Donc, ça,
c'est des programmes qui existent. C'est des programmes que nous, on signe avec le gouvernement, puis on a accès à ces fonds-là. Nous, on investit énormément. Il y a toujours un fort pourcentage de nos bénéfices annuels qu'on réinvestit en recherche et développement, mais aussi le gouvernement nous donne un bon coup de pouce de son côté aussi pour qu'ensemble, on arrive aux résultats qu'on s'est fixés ensemble. Et nous, c'est sûr qu'on est un manufacturier. Donc, en tant que manufacturier, on est poussé à développer toujours notre technologie et d'aller toujours un pas plus loin. Ça, c'est exactement ce qu'on fait. Du côté producteur, je sais qu'il y a des programmes qui existent. Il y a beaucoup de choses qui aident à l'achat d'équipements. Si c'est de la recherche et développement, exemple, plus par rapport à un équipement, ben là, à ce moment-là, je crois que ça va être beaucoup plus puis je pourrais m'informer par rapport à ça, mais typiquement, ce que j'ai l'habitude de voir, c'est que oui, le fabricant qui est nous, dans ce cas-ci, peut toucher la subvention pour faire l'équipement et vous, de votre côté, en tant qu'utilisateur, ben, vous arrivez aussi à avoir la subvention pour votre projet comme tel s'il cadre dans les paramètres du gouvernement. Ouais. Ouais. Puis on s'entend aussi qu'il y a d'autres subventions, des fois connexes, qui peuvent venir juste à poser. C'est un peu comme faire un montage financier finalement. On sait également qu'Investissement Québec a des programmes de financement très, très, très avantageux en ce moment. Nous, au RAI, tu le sais, Yann, on est collaborateur à la dernière initiative Productivité Innovation et on peut avoir des moratoires de remboursement là, sur le capital jusqu'à 4 ans là, en ce moment. Fait qu'ils sont très encouragés. En fait, l'argent est là, Yann, en ce moment. Les programmes sont là. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas emboîter le pas en ce moment, parce que le gouvernement, en ce moment, a la ferme intention, en fait, de rendre nos entreprises productives, parce qu'il y en va de l'enjeu de notre société au Québec aussi, à quelque part, parce que si on n'est pas compétitif, à un moment donné, à l'international, ils sont plus, puis les gens ne veulent pas, le prix, c'est quand même sensitif. On en parlait dans d'autres ateliers précédemment. Je veux dire, le prix d'une patate, c'est le prix d'une patate. À un moment donné, le consommateur, que la patate, elle coûte tant parce qu'elle vient de telle place, il n'achètera pas une patate 2 fois plus chère parce qu'elle vient du Québec. À un moment donné, il y a une limite à vouloir acheter local, tu sais, en tout cas, une limite à payer. Fait que ça vient tout jouer en ligne de compte, puis ça passe par la productivité, invariablement, Yannick, on n'a pas le choix. Oui, exactement. Exactement. C'est ça. C'est vraiment, il faut que la productivité soit augmentée. Il faut qu'elle soit au rendez-vous, puis il faut arrêter d'être dépendant des autres. Il faut, en tant que société, je crois, être performant et performant avec nos équipements, avec nos solutions. Chacune des fermes, chacun des établissements, peu importe ce que vous produisez dans la vie, si vous êtes productif, si vous avez un bon plan d'affaires, vous allez aller loin. Si vous comptez sur une main-d'œuvre, si vous comptez sur certaines étapes qui, eux, pourraient être fragiles ou fragiliser votre croissance, c'est là que les questionnements embarquent. C'est là qu'il faut vraiment rentrer en ligne de compte puis commencer à travailler ensemble pour bien comprendre les enjeux et puis par la suite, bien vous conseiller. Yannick, c'est ce qui conclut notre segment. Écoute, ça ne fait pas être un meilleur mot de la fin, selon moi. Moi, j'invite les gens qui ont besoin d'en savoir davantage, qui aimeraient te poser d'autres questions, des fois qui sont peut-être un petit peu plus gênés de les poser devant les autres. Puis c'est compréhensible aussi, hein? On est à discussion ouverte, mais en même temps aussi, il y en a des fois qui ont des trucs un petit peu plus privés à discuter. Ben, on invite les gens à venir te booker un rendez-vous, soit dans notre prochaine session de speed matching, qui est débutée déjà depuis 7 minutes. Donc, on a déjà vu des gens nous quitter dans l'atelier, parce que probablement qu'il y avait des rencontres de planifier. Donc, vous êtes libre de pigner, comme on dit si bien, Yann, pour lui booker une rencontre, en fait, en tête à tête. Puis sinon, ben, ça peut aller à demain, après-demain. Hein. Yann, tu n'es pas regardant là-dessus pour autant qu'il vous communique à un moment donné. Je On est pense que toujours c'est ça disponible, il n'y a l'important. pas de problème. Exactement. Ben, je te remercie infiniment, Yann, d'être venu à notre première journée sur l'agriculture automatisée. Puis c'est avec toi qu'on conclut cette journée-là. On est super content que vous ayez embarqué avec nous autres dans cette belle journée-là pour nous aider à démocratiser. Tu sais, des fois, il faut se poser les vraies questions, en discuter. Puis je pense qu'on est rendu à cette étape-là. Puis je tiens à dire aux gens aussi qu'il va y avoir d'autres journées de l'industrie agriculture automatisée qui vont venir au courant de l'année. Des plus petites journées, des ateliers, des expériences 4.0, des petites capsules qu'on va venir au courant de l'année avec ça. Donc, pour les personnes qui sont dans le domaine de l'agriculture, nos membres, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez envie de venir nous témoigner, vous avez envie, comme Yann avec Premier Tech, de venir donner des ateliers. On a toujours besoin de votre aide, en fait, pour
que vous veniez, en fait, venez mettre l'épaule à la roue parce qu'il faut rendre notre Québec plus productif. Puis ça, honnêtement, peut-être c'est mon petit côté patriotique qui parle en ce moment, mais il en va de l'avenir de nos générations futures aussi. Puis on sait que le Québec est à peu près à 85-86% composé de très petites et moyennes entreprises. Hein? Puis malheureusement, c'est ces entreprises-là qui sont moins automatisées en ce moment. Donc, ils sont invariablement plus fragiles au soubresaut de la compétition internationale. Donc, on se doit de mettre l'épaule à la roue, de discuter, d'échanger ensemble, démocratiser ces enjeux d'automatisation-là. Puis, selon nous, en fait, sûrement que tu es d'accord avec moi, Yann, mais c'est en parlant, en fait, qu'on finit par se comprendre, puis qu'on finit par collaborer ensemble aussi. Donc, sur ces belles paroles pleines de sagesse et de patriotisme, on vous remercie infiniment d'avoir assisté à cette belle première journée de l'agriculture automatisée de l'Usine Bleue. Mon nom est Carl Fugère, directeur général du REAI, et ça m'a fait un grand plaisir. Et je tiens à remercier aussi nos partenaires bleus, hein, Investissement Québec, CRIC, le MEI, en fait, le MEI est collaborateur avec nous dans l'Usine Bleue. On a également le Fonds de solidarité FTQ, la gang de Zone AgTech, la gang de Gala Média également. Puis je tiens à souligner de mon cœur aussi mes collègues Martin Mars et Mélanie Bédard, en fait. On est trois Gaulois, en fait. On travaille comme des irréductibles Gaulois. On vous a offert cette journée-là aujourd'hui. On a travaillé vraiment de tout notre cœur, toute notre passion sur cette journée-là. Puis je tiens à les remercier du fond de mon cœur parce qu'on a eu quelques revirements. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Fait qu'on vous donne rendez-vous, en fait, à la prochaine journée. Surveillez nos communications. Ça va être, vous avez là, dans la section, là, dans la plateforme, vous avez la section événements. La prochaine journée, c'est sur la transformation agroalimentaire, en fait, dont vous êtes très actifs également chez Premier Tech. Donc, on aura probablement la chance de se reparler. Yann, j'en suis assuré. Donc, sur ces belles paroles, je vous dis au revoir, puis je vous laisse aller faire vos sessions de speed matching. Merci beaucoup.